continue à fréquenter, Karim. Pierre, où est-ce qu'il est, Pierre? Et puis, d'autre part, parce que pour le CRITS, qui est un centre de recherche un peu comparable au CRDP, c'est l'occasion de renouer un contact et de pouvoir redémarrer une collaboration que je sais qu'elle sera fructueuse. Alors peut-être en guise de prémisse, dire que la question de l'approche propriété ou liberté en matière de protection de la vie privée ou protection des données, elle ne vient pas de rien. Il y a 30 ans, il y avait une convention du Conseil de l'Europe qui parlait de protection de la vie privée, comme l'a dit Pierre tout à l'heure. La notion de vie privée, c'est une notion plastique, et c'est une notion qui est clairement ancrée dans les droits de l'homme. Puis progressivement, la Convention du Conseil de l'Europe a donné naissance à une convention 108, en disant ben, la vie privée, il faudra, dans une ère du numérique, la protéger particulièrement en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel. Protection des personnes, de nos personnes reste important, contre les traitements de données à caractère personnel. Et qu'aujourd'hui, la charte de l'Union européenne, dans son article 8, a comme titre protection des données. On oublie peut-être la question des personnes, et on se sent sur un point, les données, qui est une notion, me semble-t-il, d'abord et avant tout économique. Alors il y a 20 ans, lorsqu'on a eu ce colloque sur propriété ou liberté, on le faisait à partir d'une réflexion qui était une réflexion de Pierre Catherine, qui est un célèbre juriste français, et qui disait les choses suivantes. Aujourd'hui, on admet d'une façon générale que l'information a une valeur, qu'elle a une valeur préexistante à son transfert, donc c'est un bien. Et donc, ce bien est appropriable et négociable. En d'autres termes, l'information est l'objet et susceptible de propriété, susceptible de négoce. Alors à l'époque, j'avais développé un certain nombre d'arguments contre cette approche, je ne vais pas les répéter ici, simplement peut-être en souligner quelques-uns sur lesquels je vais revenir. D'abord, premier point, je crois qu'il y a dans cette réflexion une confusion très nette entre données et information. Je vais revenir sur cette question. La donnée, c'est un concept purement syntaxique, c'est un ensemble de mots, d'images, de sons. La notion d'information, c'est un concept sémantique. Ça a du sens. Et ça a de la valeur. La valeur vient du sens. On viendra sur cette question-là. Quelle propriété? Je vais poser la question. Non, propriété au sens de l'article 544 du Code civil, propriété de biens matériels, propriété intellectuelle. Et je vais essayer de montrer en tout cas que dans les deux cas, il y avait un certain nombre d'impasses. Je reviendrai sur ce point également. Et puis, j'avais dit, mais pourquoi absolument travailler sur ce concept de propriété alors qu'on peut, me semble-t-il, justifier à partir du droit fondamental le droit subjectif qui résulte de ce droit fondamental et qui a été accordé par une obligation positive des États de veiller au respect de ce droit fondamental, à savoir, bien évidemment, les questions de droit d'accès, de rectification, d'opposition et autres. Et la dernière réflexion, c'était de dire, vous savez, faites attention, hein, si la donnée à caractère personnel est dans le marché, je ne crois pas que ce soit la personne concernée qui en sera le vainqueur. Dans le cadre d'une analyse des forces du marché, je crains fort que le responsable de traitement, Facebook, Google, peu importe de quoi il s'agit, l'emportera. Alors pourquoi 30 ans revenir sur ce thème? Il y a une première réflexion qui vient à l'esprit, c'est la modification profonde
du contexte. Lorsqu'en 1979, on parlait de données à caractère personnel, qu'est-ce qu'on avait en tête? On avait bien évidemment en tête des données relatives au revenu d'une personne, on avait des données relatives à la profession, à l'éducation d'une personne, on avait des données qui avaient un certain contenu informationnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a en tête? Et Pierre l'a répété tout à l'heure, on a des données qui sont totalement triviales. C'est le fait qu'une personne se trouvait là à tel endroit, c'est le fait, et pensez à Spotify, le fait que quelqu'un écoute de la musique avec telle intensité, qu'il l'a écouté pendant autant de temps, des données, le fait que personne n'a acheté tel bien, ce sont des données totalement triviales. Alors, par rapport à ces données triviales, on affirmerait une propriété. Ben, oui, c'est en tout cas ce que certains affirment, et ils sont, me semble-t-il, relativement nombreux. Ils sont relativement nombreux parce qu'ils tirent un certain nombre d'arguments de ce fameux RGPD qu'on nous a présenté. Le premier point, c'est de dire, et je l'ai très bien dit, le consentement est devenu la base principale de légitimité. La base principale de légitimité de traitement. Mais donc, puisqu'on peut consentir, on peut consentir également à vendre des données. Pourquoi pas? Deuxième point, on a créé des nouveaux droits. Le droit au retrait du consentement, n'est-ce pas la meilleure preuve que quelqu'un peut récupérer la propriété? On oublie peut-être que le retrait du consentement, et je l'ai souligné tout à l'heure de manière incidente, ne vaut que pour l'avenir. Donc lorsqu'on retire son consentement, on ne récupère pas la propriété de ces données, ce n'est pour l'avenir. On parle du droit à la portabilité. C'est bien la preuve qu'on peut, à un moment donné, reprendre ces données. Lisez un peu l'article 20. Le droit à la portabilité ne porte que sur les données que vous avez apportées vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre, par exemple, de votre participation à un réseau social, les données que vous avez apportées par vous-même, c'est les photos, c'est éventuellement le fait que vous avez donné des données vous identifiant au point de départ, mais par rapport à cela, tout ce qui a été fait de vos données, les données qui viennent de l'extérieur, les likes, etc., ne sont pas évidemment récupérées. C'est donc un droit de propriété, si ce n'est pas le droit de propriété, extrêmement partiel. Deux arguments, et ils nous viennent de manière très claire. Ils nous viennent de manière très claire des autorités publiques. Les arguments qui sont tirés de la valeur économique de la donnée à caractère personnel. On en a parlé tout à l'heure. Les data sont le nouveau pétrole de l'économie. Et donc, à partir de ce moment-là, la volonté européenne a été de dire, si c'est le nouveau pétrole, il faut pouvoir les négocier. Il faut que ces données puissent pouvoir entrer dans le marché. Et donc, on a établi un certain nombre de réflexions qui notamment affirment le principe de la libre circulation des données à caractère personnel. Il faut qu'on puisse les vendre à l'intérieur du marché unique européen sans limitation. Alors ça ne concerne que les données à caractère non personnel. Je reviendrai là-dessus. On ne parle pas des données à caractère personnel, mais au niveau des données à caractère non personnel, là, par contre, il y a une possibilité pour les entreprises d'affirmer une espèce de droit sui generis qui serait une espèce de droit de propriété intellectuelle. Je crois que c'est je reviendrai après, mais voilà ce que dit la proposition de règlement sur le cadre de la libre circulation. Les fabricants, les prestataires de services peuvent devenir les propriétaires de fait. On n'ose pas dire encore de droit, mais à côté de ça, on parlera de rights sui generis, des données que leurs services génèrent, même si ces machines restent la propriété des utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, même si les données sont générées à partir de mes terminaux, que ce soit mon mobile ou que ce soit mon ordinateur, il est clair que ces données arrivent chez
un opérateur, et cet opérateur doit pouvoir considérer qu'il est le propriétaire de fait des données qui ont été générées à partir de mon terminal. Tiens, c'est intéressant. La propriété est une propriété qui serait donc, dans le contexte, j'espère que je ne me trompe pas, voilà, dans le contexte de ces arguments économiques, qui serait la propriété, non pas de la personne concernée, mais bien évidemment de l'opérateur. Toujours sur la question de la valeur économique des données à caractère personnel, je vais bien insister sur le fait que la libre circulation vise les données à caractère non personnel, mais je reviendrai là-dessus sur le problème de l'ambiguïté, de la distinction de données à caractère non personnel, données à caractère personnel. Il y a un deuxième texte qui va être intéressant et qui ressemble à la loi californienne. Je suis très intéressé par la manière dont on me l'a expliqué, et qui est cette fameuse proposition de directive sur le Digital Content Contract, qui est un concept extrêmement vague. Hein. Faites attention, le Digital Content Contract, ce n'est pas simplement la vente de services musicaux comme Spotify, de vidéos comme YouTube, ou tout ce que vous voulez. Ça va aussi pour les services de cloud, et ça vaut également pour tous les services de communication, les services de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et autres. Et dans cette proposition de directive, on vous dit, ben, c'est exactement la même analyse que celle que fait la loi californienne, qu'on peut avoir comme contre-performance du service, hein, soit du service qui est offert par Google, qui est offert par Facebook, qui est offert par Spotify, on peut avoir soit un prix, soit le transfert de données à caractère personnel. Alors tout cela est amplifié par un mouvement doctrinaire, je ne vais pas le détailler, et je viendrai au troisième argument. Troisième argument, et ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature, on les distingue mal. Il y a un troisième argument sur la propriété des données à caractère personnel, qui est l'argument développé par les associations de consommateurs, qu'on peut résumer de la manière suivante. Les data are mine, et donc je suis propriétaire. Data are my ownership. Je suis propriétaire des données. Et l'idée, bien évidemment, c'est une idée qui est fortement développée, notamment dans le cadre de l'action qui était menée par les associations de consommateurs européennes contre Facebook, et elle est relayée par un certain nombre de doctrines, en particulier américaines. J'étais intéressé par voir, par exemple, que Solovey dit, je sais si pourtant Solovey est un homme favorable aux droits de l'homme, il dit que la propriété, c'est la seule manière, la propriété des données par la personne concernée, c'est la seule manière de nous faire respecter par les responsables de traitement. À cela, j'ai cité Cohen et Schwartz. Cohen et Schwartz disent, faites attention, vous êtes en train de pervertir la protection de la vie privée. J'en viens maintenant aux deux concepts, propriété et données à caractère personnel. Puisqu'on parle de propriété et de données à caractère personnel, voyons si effectivement ces deux concepts sont respectés et sont intéressants. Il y a d'abord le concept de propriété. Alors, en propriété, on peut penser qu'on est propriétaire au sens de l'article 544 du Code civil, c'est-à-dire propriétaire d'un bien, bien au contraire, on a sur ce bien une simple propriété intellectuelle. Ce qui, évidemment, apparaît simple, c'est qu'en matière de propriété matérielle, ça porte toujours sur un bien qui est effectivement unique. C'est mon lopin de terre, c'est mon bic, c'est un bien unique. Ici, il n'est pas question de bien unique, c'est un bien reproductible, puisque les données sont reproductibles à l'infini, et donc on est plutôt à s'orienter vers la propriété d'un objet immatériel, c'est-à-dire la propriété intellectuelle. En matière de propriété intellectuelle, je crois qu'il est extrêmement important de se rendre compte que de la propriété intellectuelle, il y a aussi une distinction entre droit de la personnalité et droit patrimonial, et on peut donc parfaitement imaginer que dans ce cas-ci, on puisse posséder sur
une donnée à caractère personnel, un droit de propriété intellectuelle qui peut faire l'objet de négociations de la même manière que l'œuvre que vous avez écrite ou que la base de données, puisqu'en Belgique, en Europe, pardon, les bases de données sont protégées par un droit de propriété intellectuelle sui generis, bien, sont, comme la base de données, comme l'œuvre, susceptible de négociation sur le marché. Il y a une question qui est intéressante et qui rejoint celle que je posais tout à l'heure à propos des arguments économiques. Nous l'avons dit tout à l'heure, la question qui se pose est de savoir qui est propriétaire de cette fameuse donnée à caractère personnel. Alors, si vous regardez, il y a une merveilleuse thèse qui a été proposée, qui est une thèse écrite par c'est un professeur d'Oxford, mais Jalacek, et qui vient de la sortie, elle est extrêmement intéressante. Il dit, mais quels sont les fondements du droit de la propriété, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient une propriété matérielle? Il dit, ben voilà, un certain nombre de fondements. Bien, notez que dans tous les cas, ces fondements amènent à quoi? Amènent à reconnaître la propriété non pas de la personne concernée, qui est l'auteur totalement fortuit de la donnée, le fait que je sois présent à tel endroit, ben effectivement, je suis présent à tel endroit, mais le fait que la donnée soit collectée, qu'on lui donne un sens, et qu'elle devienne une information, ben, elle n'est pas mon fait. Elle est le fait de quoi? Elle est le fait d'un certain nombre d'efforts qui ont été donnés en termes de collecte, en termes de traitement, et de traitement qui permettent à un moment donné de dire ben, cette personne, par exemple, est une personne qui aime bien les fleurs. Si évidemment je me trouve chez un fleuriste, c'est une personne qui se lève tôt, si je me trouve chez le fleuriste à 6h30 du matin, etc. Donc, toutes ces réflexions légitiment quoi? Légitiment bien la propriété, non pas de la personne concernée, non pas la défense de la personne concernée, mais plutôt, bien évidemment, la défense du responsable de traitement. La notion de données à caractère personnel. La notion de données à caractère personnel est une notion qui ne cesse de s'élargir. J'en ai parlé hier dans la conférence d'hier soir. Les critères sont proposés par la loi californienne, les critères d'identifiabilité qui sont proposés par l'Europe. C'est des critères qui viennent de plus en plus larges, puisque l'identifiabilité, c'est la possibilité d'identifier la personne avec des moyens raisonnables, et dit l'arrêt Breyer, les moyens raisonnables, ce n'est pas ce que j'ai, moi, modestement responsable de traitement, c'est les moyens raisonnables qu'une entreprise qui a des moyens, elle, peut mettre à disposition de façon à trouver la personne. En d'autres termes, si je veux savoir si un cookie est une donnée à caractère personnel, je dois me poser la question non pas si la personne qui envoie le cookie va pouvoir retrouver la personne qui est derrière ce cookie avec ses moyens elle, mais si quelqu'un d'autre pourrait retrouver cette personne qui est derrière le cookie. Bref, une extension énorme, et le Conseil de l'Europe va encore plus loin, puisqu'il dit, à partir du moment où vous avez des éléments qui vous permettent de, non pas identifier, ça fait référence toujours à la possibilité de reconnaître le nom d'une personne, son adresse, les éléments d'identité, mais si vous pouvez individuer, c'est-à-dire dire cette personne X, c'est une personne que je ne connaîtrai jamais, dont je ne connaîtrai jamais l'identité, mais cette personne X, ce n'est pas la personne Y. Je peux la reconnaître dans une foule et j'ai la possibilité de l'impacter. À ce moment-là, c'est une donnée à caractère personnel. Bref, la notion de donnée à caractère personnel est une notion extrêmement large. Elle est une notion extrêmement large. Et donc j'en reviens à la question tout à l'heure de cette fameuse proposition de règlement sur le free flow en matière de données à caractère non personnel. Ça ne va pas concerner grand-chose. Ça ne va pas concerner grand-chose, tout simplement parce que la plupart des données qui sont générées par un ordinateur sont des données à caractère personnel, et il est clair que, bien évidemment, dans la
perspective de la Commission européenne, il faut que ces données puissent évidemment faire l'objet d'un free flow. Le deuxième point, c'est effectivement que la distinction entre données à caractère personnel et données à caractère non personnel est en train de s'évanouir complètement. Les puissances de nos ordinateurs sont telles que même si nous pensons avoir anonymisé les données, par des corrélations à l'intérieur de l'ensemble de ces données massives collectées, on puisse retrouver la personne qui a, par exemple, mis un coup de téléphone parce qu'on a croisé des données relatives à la géolocalisation avec des données relatives à la fréquence des appels, etc. Bref, cette distinction est en train de s'évanouir, et elle s'évanouit d'autant plus que, bien évidemment, dans les big data, on peut très bien utiliser des données qui n'ont rien de données à caractère personnel, des données relatives à un niveau scolaire, des données relatives à une population d'un village ou éventuellement d'un quartier donné, des données relatives à des niveaux de revenus d'un quartier, bref, des données qui n'ont rien de personnel, pour à un moment donné dire mais je vais l'appliquer. Le traitement s'est basé totalement sur des données à caractère non personnel. Alors, une piste qui avait été lancée, c'est de dire, vous savez, l'appropriation des données à caractère personnel par la personne concernée doit dépendre de la nature des données. Et il y a toute une série de personnes qui ont dit, vous savez, on peut faire des données, on peut faire des gradations. Vous avez des données qui sont des données relatives à l'identité même de la personne, les données génomiques, les données qui constituent notre identité. À part ça, notez que ces données génomiques ne concernent pas uniquement moi-même, parce qu'elles peuvent concerner bien évidemment mes enfants et éventuellement mes parents. Donc ce sont des données partagées, qui sont des données à caractère personnel, ce sont des données relatives à des groupes de personnes. Puis on peut dire il y a des données d'identité, puis il y aurait des données sensibles, etc. Cette réflexion reposerait sur une distinction par nature des données. Elle ne tient pas non plus la route. Pourquoi? Tout simplement parce que la distinction par nature de données est en train, me semble-t-il, de s'effilocher complètement. J'examine grâce à un système d'intelligence artificielle les expressions d'une personne, je peux parfaitement, à partir de ces expressions de personnes qui sont des données que l'on pourrait qualifier de triviales, au terme de mon intelligence artificielle, au terme de mes algorithmes, découvrir que cette personne est une personne menteuse, est une personne qui éventuellement manifeste de l'angoisse ou des choses de ce genre-là. Bref, la valeur d'une donnée ne vient pas de sa nature, sauf peut-être quelques exceptions, mais dans le monde des big data, qui n'était pas celui du monde il y a 30 ans, dans le monde des big data, elle vient, me semble-t-il, elle vient de la manière dont ces données sont paramétrées et éventuellement, grâce à des algorithmes, peuvent donner un certain nombre de résultats qui sont considérés comme, a priori, comme signifiants. Je prends toute une série de données, par exemple, Spotify prend toute une série de données qui sont des données triviales, la longueur d'écoute, l'intensité d'écoute, la manière dont le contenu des choses écoutées, la diversité des contenus, le fait que mes choix ne sont pas exactement les mêmes que ceux de Vincent, que ceux de telle autre personne, pour déterminer à un moment donné un profil, et un profil qui peut intéresser qui peut intéresser Spotify, mais qui peut éventuellement intéresser également d'autres sociétés qui pourront considérer, étant donné le caractère de cette personne, que telle publicité pour tel voyage est intéressante. Donc, dans le monde moderne, les données ne prennent sens qu'à travers leur traitement algorithmique, et quand je dis qu'elles prennent sens au pluriel, dans la mesure où, bien évidemment, elles peuvent servir à des utilisations multiples. Bref, toutes ces modifications, toutes ces interprétations, tout ce traitement de la donnée,
qui donne du sens, qui donne de la valeur, n'est certainement pas le fait de la personne concernée. Il n'est pas le fait de la personne concernée, il est bien évidemment le fait de l'ensemble des entreprises qui vont pouvoir travailler sur cette donnée. Parler de propriété des données à caractère personnel risque de tomber tout à fait à court, dans la mesure où, bien évidemment, la donnée à caractère personnel, c'est de la donnée brute, et que la réflexion qui est importante, c'est de savoir ce qui se passe en ce qui concerne l'information résultat du traitement. Alors, si j'essaie d'appliquer les attributs du droit de propriété aux données qui sont traitées, je vais m'apercevoir évidemment que les attributs qui sont les attributs du droit de propriété sont peu respectés en ce qui concerne la question du marché des données à caractère personnel. Le premier attribut, c'est la possibilité de contrôle, qu'on soit en propriété matérielle ou en propriété intellectuelle, c'est le contrôle. Le deuxième, c'est l'exclusion. Le troisième, ce serait la valeur intrinsèque du bien. En ce qui concerne le contrôle, je l'ai dit, lorsque votre donnée entre à l'intérieur de ces flux, il entre à l'intérieur d'un système qui est un système à ce point complexe que je ne peux pas comprendre. La question que M. posait tout à l'heure en est bien une illustration. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je reçois telle publicité. Je n'en sais rien. Ça s'est passé comment? Alors, de dire qu'on a un contrôle, ça me paraît extrêmement délicat, difficile. Alors, on peut imaginer qu'il y a un contrôle sur chacune des données, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on prévoit qu'en 2020, par jour, vous serez 4800 fois en relation avec un objet connecté, ce qui veut dire que les informations qu'on prend sur vous, elles se multiplient, et d'affirmer un contrôle sur l'utilisation de ces informations me paraît comme quelque chose d'impensable. L'exclusion, c'est un point qui m'apparaît extrêmement délicat, mais si je comprends bien le RGPD, si je comprends bien toutes les lois de protection des données, vous n'avez pas le droit d'exclure. Vous n'avez pas le droit de dire à votre banque, vous ne pouvez pas traiter telle donnée, elle en a besoin pour son service. En d'autres termes, le principe même de la propriété, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit matérielle, qui est de dire, vous savez, j'ai le droit de pouvoir dire à quelqu'un, pas question d'utiliser ma donnée, il n'existe pas vis-à-vis de la plupart des personnes qui disposent de traitement et qui disposent de traitement dans le cadre d'un contrat, dans le cadre de l'intérêt général. Et là, je me réfère à la liste que je vous ai donnée tout à l'heure. Enfin, la question de la valeur d'un bien donné à caractère personnel. J'ai repris la phrase de Pierre Catalan, je me permets de la mettre en doute. La valeur d'une donnée à caractère personnel, elle ne vient pas de sa nature, elle vient, peut-être quelques exceptions, elle vient bien évidemment de l'usage et des résultats qu'un traitement permet de donner à une donnée qui, au point de départ, peut être insignifiante. Et Pierre l'a très bien dit tout à l'heure, la donnée ne prend de signification qu'à partir du moment où elle se noie dans des données relatives à d'autres personnes. Elle se noie dans des données qui sont des données collectives. Alors, créer un droit de propriété sur les données à caractère personnel apparaît, et je crois que c'est un point important, apparaît comme contre-productif pour l'économie de marché. Pourquoi? Tout simplement parce que, et la Commission européenne s'en est rendue compte assez rapidement, elle avait dit, au départ, on va créer un droit sui generis sur les données qui sont collectées. Puis elle s'est rendue compte qu'en fait, ce droit sui generis allait faire quoi? Allait faire qu'on allait multiplier les coûts de transaction. Chacun allait dire, j'ai un droit sur cette donnée, donc, bien évidemment, je revendique un prix, je revendique
un contrat pour pouvoir céder cette donnée à un tiers, à un contractant. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez multiplier les coûts transactionnels au moment où, et c'est l'affirmation d'une communication récente, du mois d'avril 2018 de la Commission européenne, au moment où vous voulez au contraire faire en sorte qu'on facilite la création de big data et que, bien évidemment, on puisse, à partir de ces big data, créer des systèmes qui soient des systèmes innovants au bénéfice de la collectivité. L'incapacité de déterminer le prix de la donnée, mais oui, comment voulez-vous déterminer le prix du fait qu'on a pu vous géolocaliser à partir de Google Now, qui est présent dans votre système Android? Comment est-ce que vous allez évaluer ça? L'évaluation, à la limite, vous pourriez éventuellement le faire a posteriori, dans le cadre du constat que l'entreprise va pouvoir générer éventuellement de la publicité. Mais la génération de la publicité ne vient pas de vous, elle vient de quoi? Elle vient d'un certain nombre de données collectées soit auprès de vous, certes auprès de vous, pardon, de données collectées certes auprès de vous, mais également auprès de tiers, et qui font en sorte qu'à un moment donné, on a pu dire, ben, voilà la publicité qui conviendrait à cette personne, étant donné son profil. Le profil, c'est toujours un profil par rapport à d'autres. Donc, c'est cette collectivisation des données qui donne valeur à la donnée. Et donc, on vient à la réflexion qui rejoint un peu celle de Pierre et que je retrouve dans la communication du 18 avril 2018. Et si on en revenait aux Commons, l'idée effectivement est de dire, ben, toutes ces entreprises qui collectent des données sur des populations de plus en plus importantes, ben, elles collectent des données qui sont des données qui certes ont un intérêt pour elles-mêmes, mais qui ont un intérêt qui est un intérêt collectif. La collectivité a permis la production de ces données. La collectivité a le droit à une certaine récompense. On trouve cette réflexion déjà dans le rapport Villani, qui dit ben, il n'y a rien à faire à partir du moment où vous avez, et il prend un exemple en matière de, c'est dans la communication, Villani c'est en matière de recherche médicale, mais dans la communication, on dit ben, voilà, les constructeurs automobiles, grâce au système de voitures qui sont dotés de capteurs, etc., peuvent savoir quelles sont les difficultés de circulation qu'il peut y avoir, peuvent savoir les problèmes où il y a des nids de poules, peuvent savoir les vitesses auxquelles les personnes se déplacent, peuvent connaître les trajets des personnes. Et cet ensemble de données sert pas simplement au marché, mais doit servir bien évidemment à la collectivité. Et c'est ce que on appelle le reverse. Le reverse PSI. PSI, jusqu'à présent, on a toujours considéré que l'État devait fournir des données au marché privé. On se pose maintenant la question de dire, est-ce que le marché privé n'a pas un devoir de rendre des comptes, et notamment de fournir des informations à la collectivité? Je prends le fameux exemple de Google, qui en matière de santé publique en savait plus que l'administration américaine, et donc à partir de ce moment-là, on peut considérer bien évidemment qu'il serait utile qu'il y ait un transfert de données. Il serait temps. Bien, mais voilà, donc j'avais toute une autre réflexion, et je ne vais pas l'aborder, puisque on sonne de conclure, qui était de dire, puisqu'il y a propriété donnée à caractère personnel, je crois réellement qu'il faut abandonner cette réflexion. Il y a un deuxième point qui a été abordé déjà un petit peu par Jean-Luc. J'aurais voulu prolonger parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on peut, dans le cadre d'un contrat, faire cession, entre guillemets, de données à caractère personnel? C'est le but du California Consumer Privacy Act, c'est le but de la directive Digital Content, la directive européenne Digital Content. C'est une volonté qui est justement de dire, voilà, vous avez des données à caractère personnel, vous recevez un service gratuit. Ce service gratuit implique
Quoi? Implique le transfert de vos données à caractère personnel, puisqu'il représente dans une certaine mesure le prix de ce service. Alors c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Ça veut dire bien évidemment que vos données deviennent, d'une manière ou d'une autre, contractuellement, sous la responsabilité du responsable, deviennent contractuellement j'allais dire la propriété, mais en tout cas, deviennent véritablement une maîtrise de fait par le responsable du traitement. Alors, il y a des garde-fous sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder. Il y a le fameux article 7.4, mais je peux vous dire que c'est une question extrêmement délicate. On peut y revenir lors de la discussion. Bref, pas de propriété. Le transfert par contrat, je crois qu'effectivement ça peut être une base légitime, mais avec des précautions qui sont extrêmement importantes. Je crois qu'il est extrêmement important de rappeler que le contrat est une base de légitimité. Peut-être ce qu'on oublie que le Conseil de l'Europe nous rappelle, c'est que le contrat et le consentement peuvent être une base de légitimité, mais à condition que le consentement et le contrat respectent bien évidemment les principes qui sont les principes affirmés par RGPD, qui sont les principes qui sont ignorés, j'ai appris, par le California Act, qui sont les principes de finalité, d'éternité spécifique, qui sont les principes de pertinence des données. Sinon, vous allez avoir à travers le contrat une possibilité pour les responsables de traitement de devenir maîtres des données sans aucun compte à rendre aux personnes concernées. Voilà, je me permets d'en terminer là. Je suis désolé d'avoir pris un peu trop de temps.